La 18e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement et la réunion stratégique et ministérielle du groupe de négociation des pays les moins avancés PMA sur les changements climatiques ont vécu à Dakar, au Sénégal, du 12 au 16 septembre 2022. Yangambi, dans la province de la Tchopo, continue de parler de lui. La cité a accueilli, comme vous le savez d'ailleurs, du 5 au 7 septembre 2022, la réunion scientifique consacrée à la contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux du monde à la lutte contre le changement climatique, enjeux et perspectives. Votre magazine va vous proposer dans cette émission quelques interviews des participants réalisées à l'occasion de ces assises. Et puis le plastique, on en parle également dans ce nouveau numéro de votre magazine à travers une formation animée par le Centre congolais pour le droit du développement durable CODED. C'était le 16 septembre dernier au CEPAS. Madame, Messieurs, bienvenue au magazine RDC Environnement, votre émission des questions environnementales et du développement durable, une production, comme vous le savez, de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Je vous le disais en titre, Dakar au Sénégal a accueilli du 12 au 16 septembre 2022 la 18e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement et la réunion stratégique et ministérielle du groupe de négociation des PMA entendés, pays les moins avancés sur les changements climatiques. Cette session s'est déroulée sous le thème « Assurer le bien-être des populations et garantir la durabilité environnementale en Afrique ». Un thème qui, comme vous vous en doutez, qui encourage les gouvernements à s'assurer que les mesures de redressement soient conformes aux objectifs à long terme de renforcement de la résilience aux effets du changement climatique et d'intégration des politiques plus ambitieuses pour stopper, voire inverser la perte de la biodiversité et restaurer les écosystèmes ou les systèmes écosystémiques. La RDC a été représentée à ces assises par la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, qui, dans son discours, dans son speech, la patronne de l'environnement congolais, a exigé le respect des engagements des pays pollueurs quant au fonds destiné à la lutte contre les changements climatiques, qui ne constitue pas, en tout cas, une aide à l'en croire, mais plutôt un droit pour les pays qui disposent des massifs forestiers qui régulent le climat mondial. Elle a également plaidé pour l'unicité du prix de la tonne de carbone entre le nord et le sud. Voici les détails dans ce reportage commenté par Ruth Kambaji. Elle a une fois de plus porté la voix de la RDC tant à la réunion stratégique du groupe de négociation de pays les moins avancés sur les changements climatiques qu'à la 18e session de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Eve Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a pris la parole pour exiger le respect des engagements de pays pollueurs quant au fonds destiné à la lutte contre le changement climatique qui ne constitue pas une aide mais plutôt un droit pour le pays qui dispose des massifs forestiers. Une session tenue sous le thème « Assurer le bien-être des populations et garantir la durabilité environnementale en Afrique ». Le thème encourage le gouvernement à s'assurer que les mesures de redressement de la résilience aux effets du changement climatique et d'intégration de politiques ambitieuses pour stopper et inverser la perte de la biodiversité et restaurer les services écosystémiques. L'objectif poursuivi par cette réunion est de faire le point sur le progrès réalisé à ce jour dans les négociations internationales sur les changements climatiques, de discuter des questions et défis clés, de développer un plan et de convenir des priorités et positions pour la COP27. À la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, la patronne de l'environnement congolais a évoqué les mesures adoptées par la conférence ministérielle sur l'environnement pour trouver des solutions aux problèmes environnementaux en Afrique qui ont toujours été participatives et consultatives depuis sa création. Il convient de souligner que le mandat de cette conférence est de défendre la protection de l'environnement en Afrique, de veiller à ce que les besoins humains fondamentaux soient satisfaits de manière adéquate et durable, de veiller à ce que le développement social et économique soit réalisé à tous les niveaux et de veiller à ce que les activités et pratiques agricoles répondent aux besoins de la sécurité alimentaire de la région. Donc les gouvernements africains et notamment les gouvernements des PMA, des pays les moins avancés à travers le monde, sont obligés d'utiliser à bon escient, de transformer le potentiel qu'ils ont dans leur pays, les transformer en richesses qui vont amener au développement.
Il y a par exemple l'exploitation de l'énergie, parce que pour protéger les forêts en ce qui nous concerne, la meilleure stratégie de protéger les forêts est élargir la desserte en électricité. Donc, lorsque vous avez l'électricité, vous donnez l'alternative à l'énergie de bois. La meilleure solution de protéger les forêts qui constitue la réponse face aux enjeux du climat, c'est de devoir changer l'agriculture itinérante sur brûlis à autre chose. Mais tout ça, c'est ça le programme d'adaptation. Comme l'adaptation ne vient pas, le grand enjeu, les fonds ne viennent pas, c'est d'intégrer la possibilité de financer et l'adaptation et aussi les urgences des pertes et préjudices. Nous disons la tonne de carbone doit avoir un prix unicitaire au nord et au sud, parce que ça ne s'explique pas que les forêts du sud tropicales humides, qui ont d'ailleurs des capacités incommensurables de séquestration de pollution par rapport aux forêts secondaires plantées ou artificielles, mais que les véritables forêts aient $5 la tonne de carbone et les autres plus de $5, ce n'est pas normal. Si nous avons cette enveloppe qui constitue un droit pour nous, car pendant que nous discutons, ces forêts, ces tourbières rendent les services qu'il faut à l'humanité. Donc si nous avons ces fonds, nous sommes prêts, les PMA, à nous solidariser, à ponctionner des fonds là, de la tonne de carbone pour alimenter, que ce soit les fonds d'adaptation, eux-mêmes les urgences. Donc si on cherche l'argent, c'est de là où viendra l'argent. La conférence ministérielle africaine sur l'environnement a eu un impact sur la manière dont les questions environnementales sont traitées dans la région. Elle a également contribué à renforcer la participation et l'implication active de l'Afrique tant dans les négociations mondiales que dans les accords internationaux sur l'environnement. Eve Bazaïba ne s'est pas privée de solliciter l'intégration dans l'agenda des questions prioritaires, à savoir les pertes et préjudices dans la continuité de la COP26, la justice climatique, dans l'application du principe pollueur-payeur, la transition énergétique, la transition écologique et la finance climat. En tout cas, vous ne pouvez pas circuler dans les rues de Kinshasa en particulier et de la RDC en général sans que vous ne rencontriez du plastique dans toute sa diversité. C'est pour renforcer les capacités des professionnels des médias et de quelques membres de la société civile que le Centre congolais pour les droits du développement durable CODED a organisé le 16 septembre dernier au CEPAS dans la commune de la Gombe une session de renforcement des capacités de cette catégorie des professionnels des médias et de la société civile. Voici les commentaires signés par Marlène Bassoussou sur les images de nos confrères de la RTNC2 Développement. Le plastique, un mélange contenant une matière de base issue du pétrole ou de la biomasse susceptible d'être mouillée, façonnée en général à chaud et sous pression afin de conduire à un semi-produit ou à un objet. C'est pour outiller les professionnels des médias et quelques membres de la société civile que le Centre congolais pour droits du développement durable CODED a organisé le vendredi 16 septembre dernier au CEPAS dans la commune de la Gombe un atelier de renforcement des capacités pour permettre aux participants de cerner les dangers du plastique sur l'environnement et sur la santé des humains. Le CODED, qui milite pour la promotion du développement durable, entend soutient l'idée selon laquelle disposer de l'information, c'est disposer du pouvoir et de la capacité de changer les choses. Le CODED a pensé à discuter autour du cadre légal en matière de la gestion des plastiques. Parce que quelles sont les implications légaux des plastiques? C'est vrai qu'aujourd'hui, dans toutes les maisons, dans tous les ménages, même dans les bureaux, nous utilisons du plastique et c'est pratique, on va dire. Mais il est clair, tout le monde voit, même sur la route, parfois dans les maisons, dans les quartiers, comment les déchets ne sont pas bien gérés et quelles sont les conséquences que cela peut apporter sur l'environnement notamment. C'est comme ça que nous avons voulu échanger là-dessus, partir des exemples des d'autres pays un peu plus structurés, plus outillés en cette matière, disons dans la réglementation légale des plastiques, pour que en observant ce qui se passe ici chez nous, on essaye de tirer d'abord une sonnette d'alarme pour dire l'utilisation
du plastique, oui, mais il faut tenir compte des enjeux légaux. Il faut tenir compte des conséquences que cela a sur l'environnement. Et il faut reconnaître que le cadre légal de la RDC en matière de gestion de plastique n'est pas très bien ficelé, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de textes légaux ou de textes réglementaires qui en parlent. Devenu un problème mondial, les déchets plastiques s'accumulent sur Terre dans des gigantesques décharges à ciel ouvert et posent d'importants problèmes de santé publique, faute de moyens pour les recycler. Le plastique contient des polluants toxiques qui endommagent l'environnement et causent la pollution des sols, de l'eau et de l'air. Il peut mettre des centaines, voire des milliers d'années à se décomposer, de sorte que les dommages causés à l'environnement sont durables. Il y a beaucoup d'énergie dans l'informel, des gens qui se préoccupent un peu de la question de la prolifération du déchet plastique. Mais cette énergie déployée dans l'informel n'est pas du tout coordonnée. Et du côté des officiels, il n'y a pas beaucoup d'initiatives louables. Et ces initiatives-là doivent commencer par une réglementation, par des formations professionnelles. Nous aimons les règles. Tout commence par les règles, même si les faits précèdent le droit. Les faits qui nous ont précédés, c'est quoi? C'est le plastique qui nous a surpris dans la rue. Maintenant que nous avons constaté, il faut réglementer, comme ça se fait ailleurs. Une fois qu'on a réglementé, il faut appliquer effectivement. Le problème que nous avons, c'est que nous avons des bribes, des législations. Quelques législations en lambeaux ça et là, pas coordonnées, et pour lesquelles on ne sait pas très bien quelle est l'institution chargée de l'adresser. Une chose, c'est qu'un ministre puisse prendre un arrêté qui adresse une question. Une autre, c'est de savoir identifier l'institution chargée de les mettre en application pour justement stopper les comportements délinquants de certaines entreprises et même de certains citoyens quant à la responsabilité qu'il faut porter sur la prolifération du déchet plastique. Mais la conséquence est là, c'est qu'il y a des dégâts sanitaires insoupçonnés. Beaucoup peut-être souffrent déjà de ça, meurent de ça, sont tourmentés par cela, par des maladies qui proviennent justement des produits chimiques contenus dans les déchets plastiques, par diverses conséquences chimiques que les déchets plastiques peuvent avoir dans notre environnement, par l'insalubrité, la malpropreté que nous constatons dans la ville, nous en souffrons tous. Alors c'est un grand problème, un problème que nous ne pouvons pas porter tout seuls, un problème qui ne peut pas être adressé de façon éparse, comme certaines organisations les font plutôt, mais un problème qui nécessite et qui requiert une dynamique. Les déchets en plastique sont tout autant problématiques sur Terre qu'en haute mer. Ils remplissent les décharges, encombrent les cours d'eau et génèrent de la pollution lorsqu'on les brûle à ciel ouvert ou en incinérateur. Si dans les pays développés, on reconnaît que 91% du plastique produit n'est pas recyclé, à combien plus forte raison dans les pays en développement et sous-développés? Certains sont brûlés, d'autres sont enfouis sous terre avec tous les dégâts et effets négatifs sur la santé et l'environnement immédiat. Ainsi, pour réduire l'usage du plastique, il est recommandé d'agir sur 3 axes, dont la réduction à la source, la réutilisation et le recyclage. Le recyclage constitue un levier pour réduire notre consommation des matières plastiques, mais il est loin d'être l'unique solution et la meilleure que l'abandon total. De Mbandaka à l'Équateur, rendons-nous à présent à Yangambi, dans la province de la Chopo, territoire d'Issangui, où il s'est tenu dernièrement la réunion scientifique consacrée à la contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux du monde à la lutte contre le changement climatique, enjeux et perspectives. Plusieurs scientifiques de renom ont répondu présents à ces assises de 3 jours, soit du 5 au 7 septembre 2022. Sur place, à Yangambi, plusieurs participants ont donné de la voix sur la pertinence même de cette réunion de Yangambi et les projections à faire pour l'avenir quant aux efforts de conservation des forêts du bassin du Congo en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Je vous propose d'abord de suivre l'intervention de Guy Kajemba, coordonnateur national du groupe de travail Climat Red Rénové GTCRR. Suivez. On a été impressionné par l'engagement des scientifiques. On a suivi vraiment beaucoup d'engagements, beaucoup de déclarations, beaucoup même de matières
Vous savez, c'est toujours ça, ce qu'on a appris, la science et la réalité, par moment on a des écarts. Mais sinon, on soutient les réflexions. Et nous, comme ces civils, on voudrait que les scientifiques réfléchissent encore plus davantage pour que ce qu'ils pensent soient vraiment des questions, des problèmes réels sur le terrain, qui impliquent réellement les communautés et peuples autochtones. Ça dépend de la façon dont on va capitaliser les discussions. Je pense que c'est tout ça le problème. Vous savez, au niveau des scientifiques, on en a partout au monde, il y en a des plus grands. Mais le débat sur le changement climatique est un débat des terrains, des communautés, des peuples autochtones, des gens qui vivent dans les forêts. Sinon, on aura réglé le problème du changement climatique à la Sorbonne, à Massachusetts. Donc moi, je crois que c'est une première parce qu'effectivement, les scientifiques congolais n'ont pas suffisamment été impliqués dans le débat. Mais nous soutenons quand même que c'est un cadre très important qui nous permet de réfléchir parce qu'on a appris beaucoup de choses ici. Et ces choses-là, nous tenons à ce qu'elles soient, disons, de manière plus concrète pour que nous puissions nous-mêmes les ramener aux communautés de manière plus simple en termes d'ABC. Pour dire aux communautés, voilà, les scientifiques pensent ceci, mais nous, en des termes simples, voilà ce qu'ils pensent. À ce moment-là, on peut avoir un changement de comportement et espérer qu'il y aura des réductions des émissions. Effectivement, c'est que nous constatons qu'on tourne à rond. On tourne à rond, on s'engage chaque jour, mais on oublie la base. Moi, je crois que le code forestier doit être revu dans l'urgence. Mais en amont, il faut qu'il y ait une politique. Vous savez, le problème, c'est qu'on a eu un code forestier qui n'était pas soutenu par la politique forestière. Je crois que c'est une urgence pour les pays et pour la République d'aller vite dans les états généraux des forêts, de poser les grands actes, les jalons qui vont vers la finalisation de la politique et d'aller de revoir les codes forestiers. Il est devenu obsolète. Ici, on parle de changement climatique, aussi on parle de la réduction des émissions. Là, on parlait de moratoire, on parlait de l'exploitation des forêts. Aujourd'hui, le débat n'est pas celui-là. Le débat aujourd'hui dans la conservation, dans les marchés carbone, dans la réduction de la pauvreté et en fonction des efforts des communautés. Vous voyez, donc on quitte un peu le débat sur les exploitations forestières. Mais je crois qu'il faut absolument que ce code soit revu. Et après, avec le moratoire, il y a eu des changements, des progrès. Et je crois qu'au niveau du système national de surveillance des forêts, au niveau de la FAO, on a quand même démontré qu'il y a des progrès. Et ces progrès-là doivent être considérés, pris en compte dans les discussions sur le code forestier. En prélude, j'espère qu'il y aura bientôt les états généraux des forêts qui vont un peu poser les grands jalons de la révision. Tous les participants, ou presque, sont unanimes que les forêts congolaises doivent bénéficier aux communautés locales et peuples autochtones, comme l'a indiqué René Ngongo de l'organisation congolaise des écologistes et amis de la nature Océan, pour qui la République démocratique du Congo doit bénéficier également des compensations dignes pour ses efforts de conservation afin de lutter contre la dégradation des forêts et en même temps lutter contre la pauvreté qui gangrène dans les chefs de ces communautés et peuples autochtones. Il y a une étape pour arriver à ces assises, il y a une étape de diplomatie qui a été menée. C'est comme ça que je tenais à féliciter le gouvernement pour cette initiative et pour la tenue de cette rencontre dans un site emblématique de Yangambi. Yangambi, un fleuron de la recherche depuis les années 30. Mais c'était un site qui était oublié pratiquement. Et je suis certain que réunir autant de scientifiques ici à Yangambi pourra donner du tonus pour la relance des activités de recherche ici à Yangambi. Donc, pour moi, c'est un signe de joie, de remerciement pour que le monde entier se concentre à Yangambi. Yangambi qui a été un site où les recherches agronomiques et plus tard les recherches sur la biodiversité ont pu avoir lieu, et nous espérons que les données qui sont recueillies à Yangambi à travers cette tour Afrique que vous avez visité certainement vont permettre de confirmer que la RDC est un pays solution sur les questions climatiques. Voilà que des chercheurs du monde entier, là on a suivi pratiquement tous les bassins qui se sont exprimés, qui ont partagé des informations utiles. Il reste maintenant que ces informations soient capitalisées par les politiques
dans un plaidoyer qui va être utile quand nous présentons les potentialités des forêts du bassin du Congo. En tout cas, les communs des mortels nous disent et la prochaine étape. Nous sommes certes un pays solution, nous sommes une solution pour la planète, mais qu'est-ce que la RDC gagne? Alors, je pense que tout dépend des négociations. Et j'étais en train d'encourager cette diplomatie environnementale déjà engagée. Maintenant, les chercheurs donnent les armes aux politiques pour pouvoir bien négocier. Nous étions en train de dire que nous étions deuxième poumon de la planète, mais les recherches ici en Gambie, avec la Tour Afrique, montrent que nous sommes en passe, si pas en passe de venir, nous sommes déjà les premiers poumons de la planète. Cette contribution, cette grande contribution de la RDC au maintien du climat, quelles que soient les tendances aujourd'hui avec le réchauffement de la planète, nous apporter une solution, il faudrait qu'il y ait une juste compensation. En tout cas, c'est le mot qui est revenu. Je pense que quand on dit qu'on a toujours négocié, nous étions en train de négocier en dehors des endroits où on décidait. J'ai participé à une dizaine de conférences de partis sur le climat. Il y a des séquences où on exige la présence des chefs de gouvernement, la présence des chefs de l'État. À ce moment-là, nous, on n'est pas là, c'est d'autres présidents du bassin du Congo qui ont peut-être les 5-6% du bassin qui parlent au nom du bassin du Congo. Et il est évident que lorsqu'il y a des dividendes, c'est ces pays-là qui vont en bénéficier. Donc, quand je disais que nous sommes sur la bonne voie, ça veut dire que tout ce qui se passe ici à Ngambie, et c'est rare qu'il y ait ce genre de réunions qui unissent beaucoup de gens en prélude à la pré-COP, parce que nous ne sommes pas encore à la pré-COP. Nous sommes en train de préparer la pré-COP qui va avoir lieu du 3 au 5 octobre. Et là, nous avons suffisamment d'arguments pour, en tout cas, concernant les bassins forestiers, avoir des arguments pour peser sur la pré-COP. Donc, la pré-COP, comme vous le savez, c'est une réunion interministérielle. Les différents ministres vont être là et certainement les recommandations de cette conférence scientifique de Ngambie vont influencer la décision. Vous savez, dans les négociations, il faut toujours avoir des bons arguments. Et là, tout ce que nous attendons jusque-là, c'est des arguments qui plaident en faveur d'une juste rétribution de la RDC pour son rôle. N'oubliez pas, madame, qu'il y a en dehors des forêts, il y a aussi les tourbières. Hein, on en parle ici, mais il y a aussi bientôt le monde bascule vers les véhicules électriques. Et encore une fois, la solution, c'est en République démocratique du Congo. Je pense que tous ces éléments-là, mis sur une balance, vont permettre à ce que la RDC tire vraiment profit des dividendes de ça. À ces assises de Ngambie, les scientifiques étaient appelés à déterminer la quantité réelle du dioxyde de carbone séquestré par les forêts congolaises. Et l'implantation de la Tour Afrique de carbone de Ngambie est un argument de plus pour la République démocratique du Congo dans le cadre, bien sûr, du marché carbone. Les scientifiques l'ont prouvé aujourd'hui que les forêts du bassin du Congo séquestrent plus de carbone que les forêts de l'Amazonie. Voici l'analyse du professeur Yves Dadi Botoula, chercheur au département des ressources naturelles à l'université de Kinshasa. C'est important que les hommes puissent se réunir pour pouvoir discuter, que les différents avis soient écoutés et spécialement aussi les avis de ces pays qui ont des grandes forêts telles que les pays du bassin du Congo, pour que nous également nous puissions apporter notre contribution par rapport à tous ces enjeux du climat. Je crois qu'il est important que la voix des pays du bassin du Congo soit également entendue et je pense que les scientifiques ont une part importante à jouer pour que effectivement la voix de la République démocratique du Congo et des autres pays du bassin du Congo soit entendue, pour que nous également nous puissions avoir une juste rétribution du fait que nous protégeons nos forêts, du fait que nous participons à la lutte contre le changement climatique, à l'atténuation des changements climatiques. Mais je pense que c'est juste de les emmener à prendre conscience qu'ils ont une part de responsabilité dans le réchauffement climatique. Et donc c'est tout à fait juste que nous puissions leur demander de jouer leur part, d'apporter également leur contribution. Parce que de notre côté, nous contribuons que très peu à la pollution et au changement climatique. Par contre, nos forêts
constitue une contribution importante pour atténuer les effets du changement climatique qui sont notamment causés par les pays industrialisés. Je pense que ce n'est que justice de pouvoir porter notre voix afin que les pays industrialisés puissent apporter leur juste contribution afin de nous donner également des alternatives pour le développement de nos populations ainsi que pour la préservation de la forêt. Parce que nous avons également besoin de nous développer tout en conservant notre forêt. Il y a moyen de trouver un équilibre entre la conservation et l'exploitation. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir tenir compte de la contribution des scientifiques qui pourront mener différentes études, notamment des études d'impact environnemental, pour voir de quelle manière nous pouvons utiliser rationnellement nos ressources. Nous ne sommes pas le premier pays qui voudrait bien exploiter ses ressources tout en conservant l'environnement. Donc nous pouvons prendre également exemple d'autres pays, que ce soit des pays industrialisés, tout comme des pays aussi tropicaux comme le Brésil et tout, et pour pouvoir trouver un juste équilibre entre l'exploitation des ressources naturelles et leur conservation pour le développement durable. C'est ça qu'on appelle le développement durable. Notre forêt, qui est un des poumons de l'humanité, aura encore sa contribution à apporter pour le bien-être de tout l'environnement, que ce soit l'environnement mondial, que ce soit pour la lutte contre le changement climatique. Donc je crois que l'avenir est radieux, mais c'est à nous de prendre conscience et de pouvoir porter notre voix dans les hautes instances afin que nous puissions recevoir une juste rétribution de ce que nous apportons à l'humanité. Et puis cette réunion des scientifiques de Yangambi était également l'occasion pour les participants et les scientifiques de visiter certaines infrastructures de la cité connues pour ses recherches dans les domaines de la forêt et du bois. C'est le cas du laboratoire de biologie du bois de Yangambi, fruit du partenariat entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Nestor Luambois, doctorant à l'université de Kisangani et responsable du laboratoire de biologie du bois de Yangambi, parle ici de deux axes de recherche du laboratoire et l'importance même de ces laboratoires dans les domaines forestiers de la RDC et du bassin du Congo de façon générale. Regardez. Le laboratoire de biologie du bois de Yangambi a deux grands axes de recherche. Nous avons l'axe dendrochronologie et l'axe anatomie du bois. La dendrochronologie nous permet en fait d'étudier la croissance des arbres, nous permet d'étudier l'impact du changement climatique sur la croissance des arbres. Ça nous permet aussi de dater nos arbres afin de nous faire une estimation de l'âge de nos forêts. Cela est très intéressant dans la mesure où nous nous projetons dans des modèles où nous perdons toutes nos forêts et que nous voulons faire la reforestation. Combien de temps il nous faudra pour attendre avant d'avoir une forêt pareille? Ça, c'est l'axe dendrochronologie. Et nous avons l'axe anatomie du bois. Cet axe nous permet de faire aussi pas mal de choses. Entre autres, ça nous permet de faire la description anatomique du bois. Cela aboutit à une différenciation des bois des différentes espèces. Et c'est très intéressant pour lutter contre le commerce illégal du bois. Parce qu'il y a des espèces qui sont très prisées localement, voire même sur le marché international. Et ce bois, il y a une forte demande de ce bois. Et ça fait qu'il y a une forte pression sur ces espèces-là. Ces espèces-là sont surexploitées. Et il y a actuellement des espèces qu'on a tellement exploitées au point où elles sont classées en danger, en voie de disparition. Et il y a beaucoup de contrôles aujourd'hui dans le commerce de ces espèces-là. Et pour échapper à tout ce contrôle, certains vendeurs, certains exploitants, exportateurs du bois, trompent les noms. Ils déclarent le bois sous un faux nom pour échapper au contrôle. Et l'anatomie du bois nous permet de renforcer le contrôle à ce niveau-là parce que nous pouvons arriver à dire que ça, ce n'est pas le bois de telle espèce, ça, c'est le bois de telle espèce. Au-delà de ça, l'anatomie du bois peut nous permettre aussi d'étudier les réactions des arbres face au changement climatique. Par exemple, nous avons mené une étude ici au laboratoire où nous avons trouvé que l'Afromosia, c'est une espèce qui réagit face au changement climatique,
qui réduit le nombre de ces vaisseaux, qui réduit le nombre de ces stomates pour faire en fait l'économie de l'eau. Et c'est là, nous interprétons ça comme étant un mécanisme d'adaptation de la Formosia face au changement climatique. Le laboratoire a un grand apport. C'est vrai, ça reste encore un grand challenge. Nous avons encore beaucoup à faire. Mais le laboratoire, déjà, vous avez compris qu'il est arrivé à une première conclusion, qu'il y a une espèce qui pourrait s'adapter face au changement climatique. Cela est très intéressant. C'est une information très capitale, très importante, qui nous permet de savoir que même demain, même si les sécheresses vont s'accentuer à cause du changement climatique, il y a une espèce qui peut s'adapter, donc qui pourra résister. Parce que vous savez, dans le passé, il y a eu beaucoup de perturbations climatiques, voire même humaines. Et cela a eu des grands impacts sur les couvertures forestières. Il y a eu même une période de glaciation à laquelle on avait perdu toutes les forêts en Afrique centrale. Et les forêts étaient restées juste sur des petites zones qu'on appelait les zones de refuge. Et donc ici, nous comprenons déjà qu'il y a des espèces qui pourront s'adapter. Et il reste un grand travail que nous devons faire pour étendre cette étude à d'autres espèces afin de savoir quelles sont les espèces que nous pouvons promouvoir même dans les plantations, de sorte que même si demain il y a sécheresse, nous pourrons au moins espérer avoir encore des forêts, bien sûr, artificielles, mais aussi des forêts naturelles où des espèces qui s'adaptent vont rester et vont régénérer et recoloniser la forêt. Madame, Monsieur, c'est par cette interview de Nestor Luamboa, qui est le responsable du laboratoire de biologie du bois de Yangambi, que nous bouclons cette émission RDC Environnement. Merci à Armen Ngoma, merci à Naomi Makwela, merci également à Fanfan Makitou et à Guilhem Zembe de Gonzac et à Ruth Kambaji, ainsi qu'à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Le rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous et prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.